Là, je vois un mec qui met... C'est la première fois que je jette un livre à la poubelle. Ah ouais, ça va le dire. Ah ouais, le dire celle-là, ouais. Je peux pas plaire à tout le monde, c'est ok. Hein. Si on régule son système nerveux, on régule sa vie derrière. C'est incroyable. Mais pourquoi quelque chose d'aussi essentiel et aussi mal connu? Moi, j'avais peur des gens, en fait. En régulant mon système nerveux, c'est là où je me suis rendu compte que finalement, je me sentais de plus en plus à l'aise. Et aujourd'hui, même, je suis plus à l'aise sur scène que en dehors dans la vie. Moi, ma plus grande peur, c'est la prise de parole en public. Okay. Je veux passer ma vie sur scène pour justement casser cette peur-là. Du coup, ça veut dire que j'ai juste à réguler mon système nerveux pour ne plus avoir cette peur. Est-ce qu'il y a un exercice rapide, simple à faire qui justement nous permet de nous détendre? On a une minute? Ouais. Ok. On le fait tous, hein, on le fait tous à la maison. Hein. On régule ici. Tu parles souvent de sécurité intérieure. Mais quand on est entrepreneur, on sait que c'est le chaos. Est-ce qu'on peut avoir un business qui fonctionne bien et avoir quand même cette paix intérieure? Alors, oui. Pourquoi? Parce que... Il était terrifié à l'idée de parler en public, timide au point de disparaître. Aujourd'hui, il remplit les salles, il monte sur scène, il écrit des best-sellers. Ses livres ont révélé le pouvoir incroyable du nerf vague à plus de 16 000 lecteurs. Il forme les leaders de demain. Ludovic Leroux a tout renversé. Ancien sportif de haut niveau, préparateur mental de champion, puis le chaos du Covid, plus rien. Et puis la reconstruction de l'intérieur. Grâce à la théorie polyvagale, il transforme le corps en boussole, le stress en puissance. Chaque année, ils sont plus de 20 000 à suivre ses enseignements pour vivre enfin pleinement. Dans cet épisode de Business et Dolce Vita, il partage les clés d'un leadership aligné, incarné, inarrêtable. Accrochez-vous, cette interview va littéralement changer votre vie. Ludovic, t'es coach, entrepreneur, conférencier, t'as écrit 2 bouquins, dont un qui est best-seller, on l'adore. T'as fondé Pleine Confiance, t'as accompagné des milliers de personnes aujourd'hui. Comment tu décrirais ce que tu fais, ton travail, ton rôle, ta mission? Ça fait maintenant 7 ans que, limite, on m'a donné cette mission. Hein. C'est une thérapeute américaine avec qui je me suis formé. Je lui ai demandé qui fait ça en France. Elle m'a dit toi. Donc, j'ai vraiment reçu ça comme une mission de pouvoir aider chacun à retrouver cette sécurité intérieure à travers leur système nerveux pour pouvoir se réaliser dans sa vie. Tu sais, on a souvent je veux me réaliser dans ma vie et tu sais, il y a le si tu veux, tu peux. Et en fait, moi, c'est tout l'inverse. Si tu peux, à travers ton fonctionnement, là, tu vas vouloir plein de choses. Donc, ma mission, c'est de les aider, de leur donner le pouvoir de vouloir et de réaliser ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. J'adore. Donc, avoir vraiment cette mission de vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, la vie de mes rêves aujourd'hui, et être capable de le réaliser parce que, c'est pour ça que j'avais hâte de cette interview, parce qu'il y a quelque chose qui bloque en nous et qui nous empêche de passer à l'action ou autre. On aura le temps justement de discuter de tout ça. Exactement. Trop bien. Et aujourd'hui, donc toi, quand tu étais jeune, tu étais timide. Aujourd'hui, on te voit sur scène. On adore. Conférencier à fond, tu as l'air très à l'aise aussi. Qu'est-ce qui s'est passé entre avant, maintenant? Et est-ce que ton côté timide, est-ce que tu l'as encore aujourd'hui? Comment ça se passe? Alors, ma famille te dirait il doit se droguer parce que c'est pas le même. Mon cousin, il dit il a jamais autant parlé que les 20 ans que je l'ai connu. Donc oui, j'étais vraiment très timide. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est... bien sûr, avec l'âge, on commence à devoir aller voir les gens et tout ça. Mais moi, j'avais peur des gens, en fait. C'est vraiment, j'avais peur des gens. Et finalement, suite à la formation que j'ai fait, cette fameuse théorie polyvagale, j'ai juste compris que, en fait, j'étais pas timide. C'est que je passais trop de temps dans un mode de protection qui me maintenait dans ma grotte. D'accord. Cette grotte, elle était géniale, elle était très agréable, tu vois, confortable. Un peu trop. Mais bon, quand on a des projets, on aime bien quand même sortir de cette grotte. Et c'est un peu cette phrase souvent que je donne, c'est il va rien m'arriver, il va rien m'arriver, il va rien m'arriver. Mais à force de la répéter, à un moment donné, on a envie qu'il arrive quelque chose. Donc obligatoirement, on doit prendre des risques. Et c'est là où j'ai compris que, en régulant mon système nerveux, en sortant de ma grotte et en ayant le pouvoir de pouvoir le faire, eh bien, ça m'a permis, rien que ça, de pouvoir déjà commencer à faire d'autres expériences. Et du coup, c'est là où je me suis rendu compte que finalement, je me sentais de plus en plus à l'aise avec les autres. Et aujourd'hui, même, je pourrais te dire que je suis plus à l'aise sur scène que en dehors dans la vie. D'accord. Si tu me rencontres dans la rue, on va discuter, mais je peux mettre un peu de temps avant de pouvoir m'ouvrir parfois. Alors que sur scène, je sais pas, j'ai l'impression que c'est mon terrain de jeu et que parce que je suis là pour donner aussi cette mission, pour livrer ce que j'ai à livrer. Et la transition, ça a vraiment été fait dans la compréhension que je suis pas obligé de rester dans ma grotte et que j'ai le pouvoir de pouvoir en sortir. Et comment je vais apprendre à le faire pour moi et du coup pour les autres aussi. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui pensent qu'elles sont timides, introverties, en mode « Ah, mais moi, je peux pas être avec d'autres gens », qui souffrent de cette timidité. Donc, en fait, c'est peut-être autre chose. Ouais, mais c'est autre chose.
Parce qu'on n'a pas un gène de la timidité, tu vois, on n'arrive pas au monde en étant je suis timide, on arrive au monde en apprenant en fait ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Et finalement, si on arrive à voir les choses dangereuses, entre guillemets, mais par l'éducation aussi de nos parents, par nos expériences, eh bien, à un moment donné, la meilleure façon de se protéger, eh bien, c'est de rester dans sa grotte. Donc être timide, c'est un moyen de se protéger des autres, de la vie, alors que en plus, notre système nerveux, lui, il n'a qu'une envie, c'est de créer le lien. Il a besoin du lien. Et c'est ça qui nous fait souffrir. Parce qu'on a besoin de ce lien, les uns avec les autres, et en même temps, on en a peur. Et donc, on reste dans sa grotte à pas bouger. Incroyable. Parce que moi, ma plus grande peur, j'en ai deux. Ouais. C'est la peur des requins, l'angoisse. Okay. Mais deuxième, c'est la prise de parole en public. Okay. C'est l'angoisse. Mais j'adore sortir de ma zone de confort, c'est mon truc. J'ai peur, mais j'y vais quand même, c'est ma phrase. Ouais. Donc c'est pour ça que le prochain niveau, c'est genre, je veux passer ma vie sur scène pour justement casser cette peur-là. Mais en fait, du coup, ça veut dire que j'ai juste à réguler mon système nerveux pour être à l'aise et ne plus avoir cette peur. En fait, alors, déjà, les requins, il y en a en bas de chez moi. Je te montrerai, on les a filmés. Donc, on pourra travailler ça. Mais envoyer dedans, quelle horreur. C'est des petits, on commencera avec des petits. Mais prise de parole en public, souvent on dit, du coup, j'ai peur du jugement, de la critique. Et en fait, c'est même pas de ça qu'on a peur. On a peur de l'expérience qu'on va vivre dans ce jugement et cette critique. Et là, ça peut être la honte. Ça peut être, souvent c'est la honte, qui fait que... Le blanc. Oui, c'est ça. Voilà. Dire, Et en fait, à partir du moment où je me sens pas en sécurité avec cette expérience, je vais la redouter. Et aujourd'hui, à force de travailler, moi, parce que j'avais cette peur aussi de parler en public, t'imagines, j'ai peur des gens. Donc, et à un moment donné, eh bien, aujourd'hui, j'utilise la honte avec de l'humour pour de l'ironie, l'autodérision, pour aussi... vivre l'expérience autrement et aussi leur permettre aux gens de la vivre autrement. Et moi, toutes mes conférences ou tous mes événements, je commence toujours par de l'humour pour déjà moi me sentir à l'aise et se sentir à l'aise. Et là, cette nuit, j'ai trouvé ce que j'allais faire pour ma prochaine conférence parce que c'est le truc qui va me dire c'est bon, une fois que tu as fait ça, après, c'est bon, ça roule. Je fais pareil, j'utilise ça aussi. Par exemple, quand j'étais à l'université, je devais présenter des choses devant un jury et autres. À chaque fois, je commençais par l'humour, un petit truc qui détend tout le monde et puis c'est bon, on peut partir. Quoi. Okay. Mais c'est là, tu sais, où si tu arrives à décrocher un sourire chez l'autre, notre système nerveux, il capte ça et c'est bon, on est en sécurité. Donc, hop, ça y est, on est plus à l'aise pour continuer. Ouais. Et j'ai fait mes recherches, évidemment, sur toi. Donc, toi, pendant le Covid, tout s'arrête pour toi. Comme beaucoup de gens, plus de clients, catastrophe. Donc là, toi, tu dois te réinventer. Donc, super intéressant. Donc, tu prends un prêt. Garantie zéro, tu dis ok, la dernière carte, on y va, je donne tout. Ça t'a appris quoi sur toi, cette transition et surtout cette prise de risque massive? Et du coup, maintenant, t'as fait un carton. Donc tu vois, c'était un mal pour un bien. C'est clair, parce que en fait, j'avais tendance, j'étais encore un petit peu dans ma grotte, c'est-à-dire que, j'étais plus dans ma grotte, mais j'étais en sous-marin. Donc je me déplaçais, mais j'étais encore en mode caché. Et j'avais pas forcément de programme en ligne, j'étais pas forcément très exposé. J'avais un réseau, donc je faisais ça tranquillement, ça marchait, mais limite, c'est pas que ça me suffisait, mais je m'en contentais. Et puis, une fois que tout s'est arrêté, j'avais pas le choix. Il fallait que je fasse quelque chose. Et ce que ça m'a appris, en fait, c'est j'avais plus rien à perdre. Et en fait, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que j'avais à perdre avant, finalement ? Et c'est ça qui a été le plus intéressant. Parce que du coup, ça m'a permis de voir de quoi je continuais à me protéger. Et à partir du moment où on n'a plus rien à perdre, c'est là où on y va. Oui, j'ai fait un prêt. En fait, j'étais à moins 20 000 sur mon compte pro. Donc, j'avais pas d'argent pour faire un lancement. Ma femme, je lui ai rien dit pour pas que ça crée encore plus d'anxiété. Et j'ai dit, allez, j'y vais. Et puis, au pire, à la fin, j'achète une voiture ou je vends ma voiture, parce que j'avais plus d'argent. Et finalement, le fait d'y aller comme ça, sans filer, sans se poser trop de questions, en disant c'est qui tout double, eh bien, ça m'a permis d'aller vraiment dans l'engagement. Et c'est ça qui fait la différence, finalement. Quand tu es en sécurité, tu vas dans l'engagement et c'est l'engagement qui crée les résultats. Parce que souvent, on parle d'action, des choses justes, mais moi, je crois plus à l'engagement et à faire plein d'erreurs. Mais cet engagement-là va t'apprendre beaucoup de choses et ce qui fait que on a fait plein d'erreurs, mais au final, on a eu beaucoup de clients et puis on s'en est servi les années suivantes pour pouvoir grandir de plus en plus. En gros, pas de plan B. Non, là, il n'y avait pas de plan B. Parce que moi, je vois les personnes dans mon programme, c'est celles qui ont les meilleurs résultats, c'est celles qui n'ont pas de plan B. Celles qui ont un pied dedans, un pied dehors, il y a un petit sauvetage au cas où, un petit filet, il y a moins de résultats. Parce que quand tu n'as pas de plan B, en fait, ça doit marcher. Moi, j'ai fait beaucoup de sport, je viens du sport de haut niveau. Et finalement, tu peux avoir plusieurs plans pour moi, mais une fois que c'est fait,
Par contre, l'engagement, il doit être sur un seul. Voilà, stop, c'est fini. Et là, c'est pour moi, c'est comme un match, en fait. Je joue un match, et puis si ça se plante, c'est pas grave, on verra, on se préparera pour l'autre match. Mais on sait qu'il y a la possibilité derrière d'avoir d'autres solutions. Mais par contre, pour le moment, c'est match après match, comme on dit. Oui, et du coup, voilà, c'est ça. Parce que si je m'étais planté, après, je sais, je ne vais pas mourir et j'aurais fait d'autres choses. Ouais. Hein, donc oui, bien sûr qu'on y pense malgré tout. Hein, mais par contre, l'énergie, par contre, est concentrée sur ce qu'il y a là maintenant. En mode stratégie bulldozer, moi j'appelle ça. Exactement. Mais c'est comme ça que je fonctionne, moi. Ouais. Hein, je suis un gros feignant, mais par contre, quand je passe à l'action, je passe à l'action. Ouais, exactement. Ouais, trop bien. Et tu parles souvent de sécurité intérieure. Ouais. Mais quand on est entrepreneur, on sait que c'est le chaos tout le temps. Est-ce qu'on peut être entrepreneur, avoir un business qui fonctionne bien et avoir quand même cette paix intérieure? Alors, oui. Pourquoi ? Parce que tout dépend de la définition qu'on donne à cette sécurité intérieure. La sécurité intérieure, c'est pas que rien ne va m'arriver et que je suis tranquille. La sécurité intérieure, c'est que tout peut m'arriver et que je serai capable d'y répondre. Donc, au contraire, moi, j'adore me donner des défis supplémentaires, d'aller plus loin, d'aller chercher au-delà, pour justement garder un système nerveux qui est en vigilance, pour pouvoir me permettre justement de pouvoir aller plus loin. Je sais pas, j'ai fait un saut à l'élastique, alors j'ai le vertige. Mais j'ai envie de voir mon système nerveux dans cette expérience-là, comment il va se comporter. Donc, tu le contrôles, en fait. Et comment je le régule, et je lui apprends à aller encore plus loin dans l'expérience. Donc, du coup, c'est vraiment de se dire, si je suis en sécurité, c'est pas lié à l'environnement qui est là maintenant, c'est à ma capacité d'y répondre. Et c'est ça qui va me permettre de me sentir encore plus fort par rapport à ce qui peut arriver et du coup d'oser prendre plus de risques parce que je suis capable d'être à la hauteur. Donc, tu as confiance en ta capacité de rebondir, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Mais que ce soit par rapport à avoir une action très massive, d'y aller à fond, ou alors de pouvoir aussi prendre son temps, calme, et de pouvoir gérer tout ça. Tu sais, les hauts et les bas, c'est comment je peux être en ma présence dans les hauts et dans les bas, finalement. Parce que quand on est dans les hauts, c'est facile d'être présent à soi, je suis content, mais dans le bas, comment je peux être présent à moi, et pour faire en sorte que ça dure moins longtemps, mais par contre, on ne va pas l'éviter. Hein, on va s'accompagner aussi, parce qu'il y a beaucoup d'expériences moi, que j'ai vécues dans les bas qui sont géniales et qui nous permettent de rebondir ensuite beaucoup mieux. Ouais, carrément. Et c'est parce qu'il y a l'ombre qu'il y a la lumière aussi. Ouais, exactement. Parce que si on n'était que dans les ups, on ne verrait plus l'inverse dans les bas, le up, etc. Ouais. Donc c'est important d'avoir un équilibre hyper intéressant. Donc on est dans le bas, parce que l'entrepreneuriat, on sait, c'est comme ça. Mais en fait, tu t'accompagnes. Ouais. Et tu te dis, c'est OK, de toute façon, j'ai confiance en moi, je sais que je vais rebondir. Foi, en fait, en la vie, en tes capacités. C'est le mot foi que tu as utilisé, c'est même au-delà de la confiance. Hein, et c'est surtout de ne pas s'empêcher d'y aller, c'est de s'accompagner. Parce que des fois, on dit, je veux m'en sortir le plus vite possible. Alors que là, c'est non, je vais m'accompagner et je vais y rester un petit peu. Ouais, donc on ne met pas sous le tapis. Non, exactement. Moi, par exemple, j'avais du mal avec ma colère. C'est quelque chose que je ne savais pas gérer. Et en plus, je faisais du rugby, donc je pouvais l'exprimer sur le terrain. Mais en dehors, comme j'étais timide, la colère, ça n'existait pas. Un timide, aussi, il va être colère dans sa grotte. Et finalement, il a fallu que je prenne le temps. Si je m'embrouillais, je sais pas, avec ma femme, je lui disais, laisse-moi en colère. Parce que comme ça me permet de savoir ce que c'est la colère en moi, de pouvoir la réguler. Et plus ça va, et plus du coup, dès qu'elle arrive, hop, je sais manager cette émotion-là. Et on peut le faire avec toutes les émotions, la honte, la déception, la frustration, plutôt que de dire, allez, vite, je passe à autre chose. Non, je vais rester un peu de temps avec pour pouvoir justement l'apprivoiser. Parce que quand elle va revenir, j'aurai plus de facilité à justement la réguler. Passionnant. C'est vrai que souvent, on a envie de... Bah oui, c'est désagréable. Et c'est ça, en fait, tu sais, je fais faire une expérience à tous mes clients que je propose en ligne. C'est par exemple l'expérience de la douche froide. Et nous, on propose aussi des bains glacés. Mais c'est vraiment comment on peut être confortable dans un environnement qui est très inconfortable. On fait ça aussi. Avec Micha, c'est dire au début. Et bah oui, mais il y a la plupart des gens, après, ils disent « Ah, c'est génial, je recommence. » En fait, si tu les prends au départ, ils disent « Ah non, ça, j'aime pas trop. » Et là, soit on fuit, soit on s'agresse, on n'aime pas. Et puis finalement, avec les bonnes techniques de respiration, de focalisation, on apprend finalement à être... confortable dans l'inconfort, et ça c'est précieux dans l'entrepreneuriat parce que oui, on va vivre beaucoup de périodes où on va être dans l'inconfort.
Et moi, les bains glacés, ça m'a aidé à me rendre compte que j'étais moins fragile que ce que je pensais. Ouais, eh ben oui, toi, en plus, ouais, parce que du coup, dans cet environnement-là, où en plus, souvent, je sais pas si c'est ton cas, mais je pense, parce qu'on a parlé un peu avant, mais les gens vont dire, moi, je suis frileux. Et la personne avec qui je travaillais, elle me disait, mais moi, j'étais frileux aussi. Et aujourd'hui, je suis instructeur Wim Hof à faire des bains glacés, alors que, oui, j'étais frileux. Mais tout s'apprend et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a un corps qui est vraiment très puissant et plutôt que d'essayer, nous, d'avoir cette puissance et d'avoir de l'impact et du contrôle dessus, autant le laisser faire. Lui, il est beaucoup plus puissant que nous. Ouais, carrément. Trop bien. Ouais. Et on parle de plus en plus de nerf vague. Ouais. C'est même le titre de ton bouquin. Dis-nous tout. De quoi il s'agit? Le nerf vague, c'est un peu, on appelle des fois le nerf de la guerre, cette expression. C'est un peu le nerf de la paix, en fait, à l'inverse. C'est-à-dire que ce nerf, il a pour fonction dans le corps de pouvoir ramener au calme. Et c'est ce qui manque souvent quand on est en insécurité, c'est d'avoir ce pouvoir à revenir au calme, et qu'on appelle des fois sécurité, confiance, un état dans lequel on se sent bien, même si c'est le chaos, on va pouvoir prendre du recul. Toutes ces expressions qu'on donne finalement, on parle du nerf vague finalement, de la fonction du nerf vague. Et lui, son job, il est connecté à tous les organes du corps et au cerveau. Donc il relie notre cerveau et notre corps. Et c'est un petit peu l'autoroute de l'information. Et il y a 80% des informations qui vont du corps au cerveau via ce nerf vague. Donc il y a beaucoup plus d'informations qui viennent du corps et qui vont au cerveau et qui vont justement avoir de l'influence sur notre mental. Donc plus on arrive à réguler ce nerf vague, c'est-à-dire plus on arrive à le solliciter, à l'entraîner pour revenir au calme, et plus on va justement générer des impacts de confiance, de foi, de sérénité, qui nous permettent non pas de sortir de l'insécurité, mais juste de la regarder autrement pour voir comment ensuite je vais y retourner pour agir. Et donc c'est important parce qu'il y a une grande partie de la population qui a un système nerveux et un nerf vague dérégulé. Et donc plus on arrive à travailler dessus et plus on se donne justement ce pouvoir-là dont je parlais au début, de pouvoir agir, de pouvoir prendre son temps et de pouvoir vraiment réguler. Si on régule son système nerveux, on régule sa vie derrière. C'est incroyable. Avant l'interview, j'ai fait beaucoup de recherches dessus, justement, et je me suis dit, mais pourquoi quelque chose d'aussi essentiel et aussi mal connu? Non, on devrait en parler tout le temps, partout. Ouais, alors c'est justement c'est lié à l'humain pour moi. C'est-à-dire qu'on a ce fantasme du cerveau, du mental qui peut tout faire, et on en a oublié le corps. Et on a oublié beaucoup de choses. C'est notre instinct. Hein. Le nerf vague, ça fait partie du système nerveux autonome. C'est notre instinct, c'est notre intuition. C'est Einstein qui avait dit qu'on a focalisé justement sur notre cerveau, alors qu'on a oublié notre instinct qui est notre don, en fait, notre don ultime. Et plus on est en mode contrôle, je veux tout contrôler, plus on va être dans la tête, et plus je vais être dans le mode libération, et plus je vais être dans le corps. Et là, on s'intéresse de plus en plus à cette partie-là. Ouais, on voit, il y a beaucoup de gens qui sont coincés. Moi, j'ai été pendant très longtemps ici, là, et en fait, là, tout est... C'est comme si c'était plus connecté. Ouais, moi, je me disais, je suis un cerveau sur pattes. Encore, j'avais l'impression que mon corps, il servait juste à déplacer ce cerveau, finalement. Hein, alors que si on savait toutes les informations que l'on peut avoir et qui nous empêcheraient, justement, de ensuite raconter une histoire qui n'est pas la bonne histoire. Hein, on vit des expériences et ensuite, lui, il raconte l'histoire de l'expérience qu'il pense qu'on le fait. Donc, plus on retourne dans l'expérience et plus on a quelque chose qui est authentique, qui correspond vraiment à ce qu'on est en train de vivre et pas ce qu'on est. Hein, souvent, je dis, faites la différence entre votre état et votre identité. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est une expérience, c'est votre état, mais c'est pas votre identité. Hein, si personne me parle, c'est pas que je suis pas bien. C'est juste que peut-être je suis pas ouvert à échanger avec les autres. Mais plus je crée cette expérience, et plus ça devient mon identité. Et c'est quoi les signaux d'un système nerveux qui est mal régulé, justement ? Alors, on peut en avoir plusieurs, parce que soit ça nous amène à être complètement dans l'inhibition. Donc, quand c'est le cas, on va être très fatigué, manque d'énergie, procrastination, même au niveau, on n'a plus envie de manger, on est vraiment amorphe. En fait, c'est comme si notre système nerveux nous préservait. Un peu comme les animaux, un crocodile, souvent les crocodiles ils bougent pas, des fois tu as envie de leur jeter des cailloux pour voir s'ils sont vivants. Et en fait, le crocodile, il sait pas quand il va manger. Et donc, tout son système nerveux est au ralenti pour qu'au moment où il y a une proie qui passe, hop, il puisse justement réagir. Et nous, les êtres humains, on réagit de la même façon, sauf que on peut rester dans cet état-là. Donc ça, c'est les signaux d'inhibition, et après, les signaux d'activation.
donc qui vont nous amener plutôt dans un mode d'hypervigilance, où là, le corps qui bouge sans arrêt, les pieds, les mains, on ne sait pas quoi faire, on déteste le silence, et il faut qu'on soit occupé, qu'il y ait quelque chose. Hein. Méditer, c'est difficile, on est toujours dans le mental. Donc, c'est vraiment ces signaux-là qui vont faire qu'on est dans l'activation et qui nous permettent de dire, comment je peux faire pour le réguler, pour passer dans un mode plus sécure, en sachant que je peux y retourner quand je veux. Et c'est ça qui est important. Hein. C'est que le but, c'est pas que d'en sortir, c'est de pouvoir en sortir quand on veut, mais y retourner quand on en a besoin. Ouais, ne pas subir, mais être dans le contrôle. Ouais, c'est ça. C'est vraiment changer, on appelle ça recruter. Nous, on va recruter nos états plutôt que les subir. Et il n'y a pas un état qui est moins bien que l'autre. Hein, être amorphe dans son coin, c'est génial pour récupérer. Mais il y a des gens qui ne savent pas le faire, ne savent pas se poser. Et en même temps, être actif, anxieux même, ça peut être sympa aussi parce qu'on va avoir des idées, mais tiens, j'ai pas pensé à ci. Mais par contre, pas tout le temps, sinon je m'épuise. Ouais. Ah, c'est intéressant vraiment. Donc là, quand j'entends les signaux, je dirais que quasiment 100% des gens sont là-dedans en tout cas, donc c'est intéressant. C'est quoi la méthode vraiment pas à pas pour réguler, pour arriver à cet état justement d'épuisement, de stress, etc., d'anxiété, je recrute, justement comme tu disais. Ouais, en fait, il y a 4 étapes. C'est une méthode toute simple, je partage d'ailleurs dans le livre, qui s'appelle les méthodes 4R. Donc, le premier R, c'est reconnaître, savoir reconnaître dans quel état on est. Donc, c'est important de savoir, par exemple, que tes émotions, tes pensées, tes comportements et tes sensations vont te permettre de savoir dans quel état tu es. Parce que quand tu te dis je suis nul, j'y arriverai pas. D'ailleurs, dès que je dis ça, la posture, c'est voilà. Donc, du coup, ça veut dire que je suis plutôt dans cet état d'inhibition. Hein, par contre, quand je dis pas allez, j'en ai marre, j'y vais. Je me rends compte que no pain, no gain, c'est bien de temps en temps, mais pas tout le temps. Eh bien, ces pensées vont me permettre de me rendre compte dans quel état je suis. Les émotions, du coup, la haine, la colère, l'injustice, ça c'est l'activation, et l'autre ça va être la honte, la victimisation. Je vais me rendre compte que là je suis dans cet état d'inhibition. Donc déjà reconnaître. Ensuite, le deuxième R, c'est respecter. Respecter, ça veut dire quoi? C'est je respecte la fonction de mon état. Parce que moi, je veux pas être comme ça. Mais lui, s'il me met comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Et plutôt que de dire j'en ai marre d'être comme ça, on va dire tiens, je vais aller à la rencontre pour savoir qu'est-ce que lui fait, me protège de quoi finalement, en me mettant dans cet état-là. Et pour pouvoir le respecter. Parce que sinon, c'est comme si on lui disait ce que tu fais, c'est pas bien. Moi, je veux que tu changes. Et là, tout d'un coup, on veut prendre le contrôle sur un mécanisme qui est complètement involontaire. Donc, on va peut-être pouvoir y arriver pendant un temps, mais quelques mois, quelques semaines ou quelques années après, paf, ça va revenir. Hein, même dans un trauma, les spécialistes du trauma, ils disent qu'on peut avoir un trauma dans la vie qui se déclare que 10 ou 20 ans après. Le temps que on contrôle tout, tout va bien, et puis à un moment donné, on lâche, et en fait, du coup, c'est là où ça se déclare. Et le fait de respecter, ça nous permet vraiment de dire, OK, faire équipe avec son corps, avec son système nerveux, pour mieux le comprendre. Et c'est seulement là où on va passer au troisième R, qui est les ressources. Quelles ressources je vais utiliser? Et là, c'est que des ressources simples, qui sont la respiration, de la méditation, quelques exercices spécifiques qu'on peut partager aussi, et qui vont nous amener là à réguler le système nerveux, mais en conscience et connaissance de ce qui se passe. Et pas seulement en fuite de « je veux plus ça ». Et ça va nous amener au quatrième R, qui est revisiter, parce qu'en changeant son système nerveux, on va pouvoir voir les choses autrement et se dire en fait, je ne suis pas si timide que ça, c'est juste que je passe trop de temps dans ma grotte, je vais y rester, j'aime bien. Peut-être cet après-midi, je vais regarder le rugby tranquillement dans mon coin, je suis bien, je vais entendre personne. Mais par contre, le lendemain, je peux faire une conférence devant 500 personnes. Je peux le faire aussi. Mais c'est moi qui choisis. Ok, passionnant, vraiment. Donc, hyper cadré comme ça, la méthode, intéressant. Et imaginons là, donc je suis, parce que tout à l'heure, on parlait justement off de tout ce qui est procrastination. Ouais. Donc, imaginons comme quoi là, voilà, je suis stressée, je suis angoissée, je sais ce que je dois faire, mais je n'arrive pas à passer à l'action. C'est quoi un petit peu la solution pour sortir de là rapidement? Alors, souvent, ce que les gens font, c'est justement aller vers le dev perso pour se sentir bien dans leur caca, on va dire, tu vois. C'est voilà, mais je me sens bien. Le problème, c'est que si je fais rien de cet état, je vais continuer à procrastiner. Donc, c'est bien de faire ça. C'est-à-dire, faut faire je sais pas, aller dans un endroit où je me sens bien. Ça, c'est la première étape pour que je commence à changer un peu d'état. Maintenant, une fois que je suis dans cet état-là, je vais pouvoir aller à la rencontre de ma procrastination. Qu'est-ce que je redoute, en fait? Qu'est-ce qui me fait vraiment peur? Mais ça, je peux en avoir conscience que si je suis suffisamment en sécurité pour que, justement, mon inconscient fasse remonter un petit peu, des fois, des peurs qui sont complètement inconscientes. Et de pouvoir avoir une meilleure conscience de qu'est-ce que je redoute. Et après, c'est de se dire, moi j'aime bien ça, c'est imaginer le pire. Souvent, tu sais, on te dit, non, il faut imaginer le meilleur. Ouais. Non, nous, on va faire tout l'inverse. On va imaginer le pire, parce que de toute façon, lui, il va le faire. Je fais pareil. C'est quoi le pire des scénarios? Ouais, exactement. Et dans le pire des scénarios,
Donc j'imagine que ça arrive. Qu'est-ce que je ressens en fait? Comment je me sens et comment je peux apporter de la sécurité à cette sensation? Parce que ce qui m'amène à me procrastiner, c'est cette sensation d'insécurité que je redoute parce que je vais vivre une expérience dans laquelle je suis en insécurité, qui peut m'amener de la honte, qui peut m'amener de la déception, parce que notre système nerveux, il nous protège des souffrances. Il nous protège bien sûr de mourir, mais aussi des souffrances. Donc, qu'est-ce qui a fait que dans mon passé, j'ai souffert? J'ai souffert de quoi? Et j'ai un bon ami québécois qui s'appelle Rémi Tremblay. Lui, il pose souvent une question, c'est « Quelle est ta souffrance préférée ?» C'est qu'est-ce qui arrive le plus récurremment, je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire, dans ta vie, et qui va faire que ça, c'est ça qui me bloque tout le temps. Et comment je peux aller à la rencontre de cette souffrance, et j'adore cet univers parce qu'il est très compassionnel, en fait. Il va à la rencontre de l'expérience que l'on fait. Et plutôt que de s'extraire de l'expérience, c'est tiens, je vais aller là où mon corps est en ce moment pour pouvoir justement l'aider à se sentir plus en sécurité. Et là, la procrastination, elle va partir toute seule. Parce que comme c'est une protection, à partir du moment où je suis en sécurité, lui-même, il va lever la fonction de protection. Et bizarrement, je vais me sentir « Ah bah tiens, c'est bon, ça y est, ça part. » Et tout d'un coup, j'avance. C'est incroyable. Ça veut dire que toutes ces personnes qui souffrent de procrastination, qui ont honte, qui justement avancent pas dans leur projet depuis peut-être, je sais pas, 5 ans, 10 ans, même plus, en fait, c'est juste parce que il faut qu'elles calment ça, qu'elles soient en paix. Et ensuite, la procrastination s'en va. Ouais. Et cette sensation désagréable, la honte, elle sera toujours là. Parce que des fois, on veut la faire disparaître. Je te donne un exemple. J'avais écrit 2 livres sur le NAVAC, mais avant, j'étais préparateur mental dans le golf. J'ai écrit un livre sur la préparation mentale dans le golf. En fait, j'ai écrit 9 chapitres. J'ai écrit les 3 chapitres en 1 semaine, parce que je suis passionné d'écriture. Et pendant 18 mois, j'ai rien écrit. Parce que j'avais peur. Et en fait, j'avais peur au début que le livre ne plaise pas. Et ensuite est arrivée ma formation justement en théorie polyvagale sur le nerf vague. Et ça, c'était en février 2018. Mon livre est sorti en avril 2018. Okay. D'accord. Parce que tout d'un coup, je me suis mis en lien justement avec cette souffrance. Je me suis rendu compte, que en fait, j'avais pas peur que les gens, ça leur plaise pas. J'avais peur d'être ignoré. Et c'était ma pire souffrance finalement, d'être ignoré. Mais là, ça me fait des références à mon passé. Ah, mais tiens, du coup, je comprends que cette peur, elle soit là depuis très longtemps. Maintenant, je vais prendre le temps de me mettre en sécurité avec cette sensation. Parce que là, on parle de sensation. Donc, on parle de sensation à sensation. Et puis, je sais pas, ça s'est fait tout seul. Parce que mon système nerveux était plus en sécurité avec le fait que le livre sorte. Et tout d'un coup, il y avait une autre histoire qui se créait. D'un coup, le livre sort pour les autres. C'est pas pour moi, d'accord? S'il l'ignorait, mais je m'en fous. C'est pour les autres que je l'ai fait, c'est pas pour moi. Ouais, tu as une mission et tu la laisses sortir. Bah ouais, mais souvent, du coup, tout d'un coup, ça se transforme en ce qu'on appelle des objectifs de survie. Et là, c'est pour moi. Oh, mon Dieu, il faut surtout pas que ça arrive. Mais comme plein d'entrepreneurs qui veulent pas être visibles, par exemple, sur les réseaux. Ils pensent que c'est eux sous les spotlights. C'est pas toi, c'est ton message, en fait. Oui, mais c'est ça. C'est des fois, alors, pour titiller, je dis, mais vous êtes égoïste, en fait. Vous pensez qu'à vous. C'est-à-dire, je veux pas le faire parce que je veux pas me sentir ignoré ou si je poste tous les jours et que j'ai 2 personnes, dont ma mère, qui like, c'est sympa, mais ça marche pas. Et quand ça marche pas, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Et c'est ça qu'on veut éviter. Et du coup, on préfère ne pas le faire pour éviter de se retrouver dans cette situation que ça ne marche pas. Et là, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Parce que la réponse à ça, ça me fait souffrir. Ouais, trop intéressant. Et est-ce qu'il y a des signaux dans le corps, genre des douleurs, justement, qui montrent? Ouais, alors on a... Alors chacun est un peu différent, mais on a quand même des endroits où les nerfs sont présents. Donc on peut avoir la boule au ventre. Ça, c'est un signe d'inhibition parce que tout d'un coup, tout est recentré sur la digestion. C'est un peu comme on a très peur, tout le sang se reconcentre au niveau du corps pour protéger les organes. On a au niveau du plexus solaire aussi, puisque là, on a beaucoup de nerfs sympathiques. On se sent un peu coincé? Ouais, voilà, c'est comme une boule, quelque chose qui nous coince. Du coup, la respiration peut aider, notamment au niveau du diaphragme. On a ici, là, au niveau de la gorge, quelque chose qui peut justement avoir un signal comme nous empêcher de nous exprimer. On a le dos aussi, pareil, on a beaucoup de nerfs sympathiques de chaque côté de la colonne vertébrale, donc le dos qui est tendu, les cervicales qui sont tendues aussi, parce qu'on est en mode plutôt vigilance. Et après, on peut avoir aussi des maux de tête, et puis on peut avoir dans notre quotidien problèmes de sommeil, de digestion, qui sont liés à une dérégulation de notre système nerveux. Est-ce qu'il y a un exercice rapide, simple à faire qui justement nous permet de nous détendre? Alors, il y en a un qui est tout simple, mais qui est le plus simple du monde, mais
avant de vous le donner, je vais raconter une anecdote qui montre pourquoi on le fait naturellement déjà, en fait. Hein, imagine si, je sais pas, tiens, tu viens à mon événement et du coup, tu sais que c'est le meilleur événement du monde, donc ça va être génial et tout. Et il faut que tu prennes le bus et tu vois le bus à 30 mètres qui est là et tu es contente, donc tu es en sécurité, tu es bien. Et puis, tu vois, t'entends le moteur du bus qui se met en route. Oh mince, là tu dis j'espère qu'il va pas partir, il va m'attendre, pourtant je suis à l'heure. Et puis tu commences à accélérer le pas, donc là ton système sympathique s'active, tu vois, parce que tu sens qu'il y a une petite insécurité, tu veux pas le rater. Et puis il commence à démarrer. Donc là tu commences à courir et tu tapes sur la porte, genre je suis là. Et le chauffeur, on te voit, il est sympa, il s'arrête, il ouvre la porte, tu montes, tu t'assois et la première chose que tu fais c'est quoi? Voilà. Le soupir, d'accord, c'est un moyen de réguler notre système nerveux. C'est-à-dire que là, ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dit, c'est bon, maintenant on est en sécurité, on est dans le bus. Donc, faire 3 soupirs intentionnels, rien que ça permet déjà de réguler son système nerveux. Donc, de le faire régulièrement, juste parce qu'on sent que c'est activé, on sent que son rythme cardiaque est saccadé, juste s'arrêter et... juste ça, 3 grands soupirs intentionnels, rien que ça, régulièrement. Parce que des fois, on a tendance à croire que qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Mais c'est plein de petites choses comme ça, régulièrement dans la journée, qui vont faire que, on appelle ça la flexibilité vagale, en fait. Hein, c'est la capacité de, je suis en insécurité, hop, je repasse en sécurité. Et après, je vais rebasculer en insécurité, ça, c'est pas grave. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Et moi, c'est de la façon dont je l'ai appris. Hein. Je fais la queue au supermarché, ça avance pas. Je dis, putain, il y a une grand-mère devant, elle sort un chéquier avec 3 machins. Et plutôt que de dire ça m'énerve et que je peux rien faire finalement, hein, de dire tiens, est-ce que je peux en profiter pour réguler ce système nerveux? Et tout d'un coup, on voit les choses autrement, on commence à voir le sourire, on a changé d'état et notre état va changer notre perception des choses. Donc du coup, ça nous permet de voir les choses autrement et de dire finalement j'ai le temps et c'est ok. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y en a un autre peut-être quand on a des douleurs, parce que moi j'ai des douleurs au cervical, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, genre tu parlais avant de massage, c'est ça? Curieuse, hein, tu veux là. Très curieux. Moi je veux tout savoir. Il y en a un qui est très simple, il dure 1 minute. On a 1 minute? Ouais. Ok. Donc il suffit de la caméra là, de mettre les mains comme ça, de croiser. Ok. Alors dans 80% des cas ça marche. Ok. Toi, tu as une natte, ça va peut-être te gêner un peu parce qu'après, il faut juste mettre. Tu sais, on a une bosse ici, là, occipitale, là. Juste mettre les mains comme si tu es en transat, sur un transat, et puis écarter les coudes dans de la largeur de tes épaules, dans cet alignement-là. Et en fait, on va rester dans cette posture-là, et il y a juste nos yeux qui vont bouger. Donc, c'est-à-dire qu'on va juste. Alors, juste avant, on va quand même faire un petit test. Parce que... Je reste comme ça ou pas? Non, tu peux enlever. Mais ça, on va le reprendre juste après. Mais juste avant. Tournez juste la tête pour voir jusqu'où, je dis vous pour tout le monde, hein, où tu peux aller. Ok, juste pour avoir un avant-après. Ok, donc on reprend maintenant. Donc on reprend cette posture. On n'oublie pas de respirer pendant l'exercice. On le fait tous, on le fait tous à la maison. Hein. On régule ici. Et en fait, comme je disais, voilà, on va juste bouger les yeux, hein, pas la tête. Et là, en fait, tu vas tourner les yeux à droite le plus loin possible, comme si tu regardais ton coude. Et tu vas rester comme ça pendant environ 30 secondes, jusqu'à si tu as envie de bâiller, de déglutir, de respirer plus fort, c'est aussi un signal que ton système nerveux est en train de travailler. Donc on reste comme ça, on ne bouge pas, on ne force pas, hein, et juste on observe. Donc moi, souvent, j'ai envie de bâiller. C'est vrai que ça détend. Hein. Et puis après, on revient au milieu. Donc tu reviens au milieu, tu fais la même chose de l'autre côté. Pareil, juste 20, 30 secondes et juste sans forcer et on laisse son corps faire. Et pareil, si on a envie de bâiller, déglutir ou respirer plus fort, on laisse faire. Non, c'est moins facile à gauche. Peut-être des côtés des fois. C'est peut-être la lumière aussi. Ah ouais. Et puis hop, tu reviens au milieu. Et puis après, tu rebaisses les bras et tu retournes pour voir un peu. Ah ouais, rien à voir. Si tu vas plus loin. Ah ouais. Non, mais surtout, c'est 1000 fois moins tendu. Bah oui. Ah oui, non, mais là, c'est ouf. Je veux que vous fassiez tout ça à la maison, hein. Et je veux les commentaires et tout, là. Incroyable. Non, mais là, ouais, d'accord.
Donc là, juste avec cet exercice, en fait, on agit sur ce qu'on appelle certains nerfs crâniens. Le nerf vague, c'est un nerf crânien, on appelle ça, et qui va faire que ça va donner l'information en fait à notre système sympathique qu'on peut se détendre. Et toutes les tensions nerveuses qu'on peut avoir ici, eh bien, vont se détendre, et ça a un impact important parce que si on est coincé au niveau de la tête, ça envoie de l'information qu'on ne peut pas voir le danger, et du coup, ça peut créer du stress mécanique. Donc, faire ce petit exercice le matin, quand on se réveille, ou le soir, 1 minute. Et il y a plein de petits trucs comme ça, en fait, tout simple, qui permet de pouvoir réguler ce système nerveux. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'anxiété, ça viendrait de là? Ouais. En fait, l'anxiété, c'est vraiment l'incapacité à pouvoir revenir au calme et à se maintenir dans une forme de vigilance. Alors, c'est bien, hein. Moi, je suis hyper anxieux. Moi, j'adore ça, hein. Je me réveille en pleine nuit. Alors, c'est génial, mon anxiété, elle est au service de ma créativité maintenant. J'ai jamais entendu personne dire ça, j'adore. Ouais. Donc, moi, je me réveille par des projets. Hein. C'est genre, on a pensé à un truc, on va faire ci, on va faire ça, là. Ouais. Et puis, du coup, c'est plutôt positif, donc ça va. Hein. Même si ça m'empêche quand même de dormir. Ouais. Mais du coup, cette anxiété qui est liée à je ne peux pas contrôler ce qui va se passer, je me sens impuissant, d'accord, par rapport à ce qui va se passer, donc il faut que je me prépare dès maintenant. Eh bien, c'est aussi un signal justement de dérégulation du système nerveux, parce que si je suis vraiment en sécurité, je serais capable de pouvoir réagir au moment où ça arrive. Alors, moi, j'étais très anxieux, et même aujourd'hui, quand je fais des conférences, des fois, il y a des gens, je ne sais pas si j'ai une conférence l'après-midi dans un événement, ils viennent me voir le matin, s'ils me disent, alors, pas trop stressé, non, c'est tout à l'heure, c'est pas maintenant. Le stress, j'en ai pas besoin maintenant. Le stress, c'est quelque chose de très positif. Il va venir, moi, 5 minutes avant. Alors, j'ai de la chance, hein, c'est que 5 minutes avant. Ouais. Mais entre-temps, je fais un truc. C'est compliqué. Ouais, c'est ça. Mais avant, c'était ça. Hein. Ouais. Et là, il arrive 5 minutes avant, et c'est génial parce que ça me donne l'adrénaline suffisante pour pouvoir monter sur scène et pas juste salut à tous, d'être quand même dans la bonne énergie, et puis de le réguler facilement, parce que ça fait que 5 minutes, donc c'est plus facile à réguler que si ça fait 4 heures qu'il est présent. Quoi. Carrément. Ok, trop bien. Et toi, tu me disais justement que donc ton business, t'accompagnes des milliers de personnes, tu marches super bien. Comment tu scales sans te cramer? Parce que toutes les personnes que je vois aujourd'hui sur le scale, à un moment donné, c'est soit j'arrive pas à scale, mais je m'épuise quand même, mais je manque d'argent, ou soit je scale sévère, mais en fait je me brûle et je suis en burn-out et en épuisement, etc. Comment on fait? Et moi, il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que finalement, ce qui m'empêchait de passer à des niveaux supérieurs, c'était mon insécurité. Mon insécurité de déléguer, de faire confiance aux gens, de pouvoir m'entourer des bonnes personnes, etc. Et là, il y a un gros projet qui arrive à la fin de l'année, qui est vraiment une étape supérieure, où ma priorité, c'est qui je vais choisir pour m'accompagner, pour que moi, je continue à rien foutre. Limite, c'est ça. Je te le disais avant, mon événement, j'ai l'impression d'être invité dans mon événement. J'aurais dit, je veux ça, et puis je travaille avec des gens. Des pépites, quoi. Voilà, des pépites, ouais. Et finalement, quand on est dans cet état d'esprit-là, c'est plus facile aussi d'attirer des personnes qui correspondent à ça, plutôt que, je redoutais que cette personne soit comme ci, comme ça, et du coup, je reste sur mon insécurité. Et ça, de toute façon, moi, je suis convaincu, je viens d'un sport collectif. Si on ne fait pas grandir aussi les personnes de notre entreprise, on peut pas faire monter l'entreprise si on ne fait pas monter les gens aussi en compétences, et ici, en quantité, si on a besoin. Et moi, c'est toujours lié à ma qualité de vie. C'est-à-dire que je fais monter mon entreprise en corrélation avec ma qualité de vie. Scale and Dolce Vita, j'adore. Parce que sinon, je serais pas au top. Si je change, moi, mes habitudes, je pourrais pas être au top là où mon entreprise a besoin de moi. Et ça, c'est un truc, que j'ai appris. C'est bizarre, hein. Enfin, je dis c'est bizarre, mais j'ai appris parce que pendant 8 ans, j'ai fait 15 activités. En sortant de la fac, je savais pas quoi faire. Et j'ai travaillé chez Quick. Et en fait, à un moment donné, il nous disait, j'étais manager chez Quick, et il nous disait, un bon manager, c'est un manager qui est déposté. C'est-à-dire qu'il n'a pas un poste fixe. Et du coup, il peut aller là où il y a besoin. Ouais. Et finalement, ce que je me rends compte, c'est un peu moi ce que je veux faire dans mon entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, et moi, je suis plutôt là en feedback, ok. Et par contre, quand c'est moi qui intervient, c'est moi qui interviens. Donc, c'est moi qui interviens dans tous mes webinaires, dans toutes mes conférences. En fait, je représente moi la marque. Donc, quand je suis avec les gens, c'est moi qui suis là. Ouais. Et par contre, ça, je ne le délègue pas. Mais tout le reste, je cherche des gens pour moi être tranquille dans ma vie. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, parce qu'évidemment, le recrutement et les pépites, c'est le problème le plus douloureux quand on scale. Est-ce que parce que tu as calmer ou enlever cette insécurité, du coup, t'attires des pépites,
Ou est-ce que c'est parce que simplement c'est des techniques de recrutement? Comment ça se passe? Non, parce que c'est dur de recruter des pépites. Ouais. Il n'y a aucune stratégie. C'est vraiment au feeling. Ouais. Et c'est même... tu parlais de foi, toi. C'est même, je sais pas, là, dans mon événement, il y a une boîte de marketing qui est invitée par un de mes conférenciers. Ça se trouve, on va faire du business ensemble, mais j'ai été voir, je le sens, je vais rencontrer. En fait, c'est la magie des rencontres. J'ai aussi mes clients, donc je les connais, je sais qu'ils sont régulés. Je préfère avoir des gens en sécurité que des gens très compétents, mais insécures, qui peuvent me lâcher à tout moment. J'ai aucune stratégie, en fait. Limite, je vais rencontrer quelqu'un, je veux qu'on travaille ensemble. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'on va faire, mais j'ai envie qu'on travaille ensemble. Et est-ce que quand tu engages quelqu'un, justement, avant, tu le régules? Ou comment ça se passe? Parce que c'est vrai que c'est intéressant, ça, c'est une stratégie. Alors, moi, je dois être le régulé et le régulateur. Ouais. Donc, je dois être, moi, le chef régulé et le régulateur. C'est moi qui dois apporter, dans un premier temps, la régulation. On parlait de leadership un peu. Pour moi, c'est ça, la définition du leadership. C'est quelqu'un qui sait mettre les autres en sécurité pour qu'ils puissent, justement, se sentir chacun en sécurité dans ce qu'ils ont à faire. Et donc oui, je le vois avec mes équipes. Il y a des fois des choses... ça se passe pas comme il faut. Donc moi, je ressens un peu des fois d'énervement, de colère. Maintenant, je me régule pour ensuite aller transmettre l'information, échanger, partager. Et du coup, ça permet aussi... moi, je suis très taquin. Je suis très joueur. Et donc, je joue aussi à déréguler mon équipe des fois, leur donner des objectifs ou des trucs au dernier moment. Ouais. Et je suis en soutien s'ils ont besoin, par contre. Mais pour voir comment ils arrivent aussi à se débrouiller de tout ça. Et du coup, eux, ça leur permet aussi de pouvoir, dans des situations complexes, aussi grandir et se rendre compte qu'ils peuvent le faire. Ok, intéressant. Et là, il y a sûrement quelqu'un qui nous écoute, qui doute, qui se dit peut-être que... Parce qu'on a cette tendance à se dire qu'on n'est pas assez, ou « Ah, ça, c'est trop pour moi ». Tu lui conseillerais quoi? Ce serait quoi les premières étapes? En fait, je vais lui dire, tu as raison, tu n'es pas assez, mais dans certaines situations. Maintenant, c'est où est-ce que je m'estime être assez déjà. Rien que pour couper le schéma de généralité. Ça, le pas assez, tu vois, c'est dans mon deuxième livre, j'appelle ça, ça fait partie de 10 messages d'autorité du passé, on appelle ça. C'est-à-dire que c'est des messages qui viennent de notre passé et notre système nerveux a développé ce mécanisme-là de je suis pas assez, et ça va m'aider à me protéger aussi, ça. C'est-à-dire que si je suis pas assez, eh bien, ça va m'éviter d'entreprendre des choses qui me font peur. Donc, la première chose, c'est de dire, oui, c'est normal de pas être assez. Maintenant, il y a à quel niveau où je suis assez, où je suis meilleur que les autres, ou, pour montrer qu'il y a un moment où je me protège avec ce pas assez, alors que je vois bien qu'il y a plein d'endroits où je suis assez. Parce que moi, il y a plein de trucs où je suis pas assez. C'est pour ça que je délègue d'ailleurs, parce que je suis pas assez bon et par rapport à ce que je veux faire, mais c'est ok, j'ai le droit de pas être assez. Mais par contre, on fait la différence entre je suis pas assez parce que j'ai pas les compétences et je suis pas assez parce que je suis en insécurité et que ce pas assez contribue aussi à m'empêcher d'avancer. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bon, déjà, pour les compétences, on se forme, ça c'est clair. Et pour justement ces insécurités, donc de nouveau, comme on l'a dit, comme dans ton bouquin, tout ça, avec les 4 étapes, avec respirer, est-ce qu'il y a aussi d'autres choses? En fait, il faut prendre l'habitude de retourner vers ses sensations. Donc la sensation de pas assez, si j'avais quelqu'un qui serait devant moi, je dirais, où est-ce que tu le ressens dans ton corps, cette sensation de pas être assez? Pour pouvoir passer du temps avec cette sensation, quand il est en méditation, quand il fait de la cohérence cardiaque, de pouvoir se connecter à cette sensation-là. Pour, en fait, on appelle ça de la pendulation, pouvoir passer de « je suis pas assez » à « je suis en sécurité ». Je suis pas assez et je suis en sécurité. Parce que notre système nerveux, lui, ce qui lui fait le plus peur, c'est d'être coincé dans le pas assez. Mais par contre, s'il arrive à en sortir, mais que de temps en temps j'y retourne, parce que oui, ça peut m'arriver d'avoir des doutes, on a tout ça, j'aurai beaucoup moins peur, parce que du coup, je peux en sortir. Donc, plus on apporte cette sécurité à travers tous ces exercices-là, mais en connexion avec notre insécurité, et plus notre système nerveux, lui, il va faire le job. En fait, c'est vraiment de laisser le corps faire. Il sait faire, lui. Je te donne un exemple. Un trauma, par exemple, les animaux sauvages ne vivent jamais de trauma. Okay, si tu veux être psychiatre pour les animaux sauvages, non, arrête tout. Parce qu'ils ont un mécanisme de libération du trauma qui est naturel. Et ce mécanisme, en fait, se passe par des tremblements. Donc, si tu regardes des reportages animaliers, d'accord, dès que la gazelle est prise par le guépard et que le guépard s'en va, il y a comme des convulsions et hop, elle repart. D'accord, mais ça, c'est un mécanisme de libération que nous, on apprend aux humains
parce que eux, ils ont bloqué ce mécanisme-là. D'ailleurs, si tu as quelqu'un à côté de toi qui fait une crise de panique et qui commence à trembler, des fois on dit calme-toi, n'aie pas peur, hein, ne tremble pas en fait. Plutôt que de dire tremble, vas-y, je suis avec toi, par contre, je suis présent, mais vas-y, là, je tremble. Et ça arrive aussi quand on a un petit accident de voiture ou quelque chose comme ça, toi, le corps se met à trembler. Et en fait, il est en train de décharger cette énergie qu'on a emmagasinée pour fuir au combat, mais on n'a pas pu fuir combattre. Mais cette énergie, il faut la libérer, parce que sinon, c'est cette énergie qui devient le trauma. Donc notre corps, il sait déjà tout faire. Donc plus on fait des choses nous, on simples, la bloque. Bah oui, parce que en fait, trembler, c'est un signe de vulnérabilité. Ça, c'est weird, on se dit non, c'est pas normal. Ouais, c'est ça. Donc plus on comprend ces mécanismes-là, plus on les laisse faire, plus notre corps est à notre service ensuite. Hein, moi, je termine souvent mes mails par prends soin de ton nerf vague pour qu'il prenne soin de toi. J'adore. Tu vois, c'est la signature. Ouais. Et finalement, c'est comment je peux redonner le pouvoir à mon corps. Et donc là, je suis pas assez. Alors ça, c'est l'histoire. C'est juste l'histoire. La sensation de pas assez, c'est quoi? Je vais travailler sur la sensation. L'histoire, je la laisse. Ça, c'est une histoire bidon qu'on s'est racontée à un moment donné. C'est notre cerveau. Il y a l'ergnosie, qu'on appelle ça dans le cerveau, qui est là pour donner du sens. Alors, je vis une expérience et lui, il va donner du sens. Mais ce n'est pas forcément le bon sens. Donc oui, je ne suis pas assez. OK. Maintenant, je fais quoi avec cette sensation pour qu'au moment où je ne sois pas assez, ça ne m'empêche pas de passer à l'action. Hein, mais je vais continuer à croire que je ne suis pas assez. Mais par contre, ça ne m'arrêtera pas. Et comment on se sent quand on est vraiment en sécurité? Fais-moi rêver. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, tu vois. Non, tu sais, c'est le truc, ouais. La paix, la lumière qui sort des mains. Il peut y avoir différentes postures de sécurité, parce que tu peux être en sécurité, c'est ce qu'on appelle notre vagal ventral, c'est notre état de sécurité, mais qui va être associé à notre système sympathique, donc l'action. Donc je peux être en sécurité parce que je suis actif, je fais des choses, hein, et du coup, on va le reconnaître parce que notre corps est plutôt flexible, on se sent bien, notre respiration est fluide, on a aussi les yeux qui sont ouverts, toi, on est là, on est présent, on a aussi une écoute active qui se fait naturellement. Et du coup, on est en sécurité, on observe, on ne juge pas. Il n'y a pas de jugement, hein, parce que on peut concevoir que la personne est comme ça, différent. On ne se sent pas jugé non plus. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense, après tout. Hein, ça la regarde. Et c'est ça, en fait, c'est cette capacité. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive tout le temps. Hein. Si moi, quelqu'un me juge, j'ai d'abord envie de le taper, parce que je viens du rugby, mais je régule. On régule. Voilà. Mais je sais pas, je donne un exemple. J'ai fait l'année dernière 2 ateliers à l'île de la Réunion. Et moi, je me suis dit, l'île de Réunion, c'est tout petit. On va cibler tout le monde sur Facebook. Ouais. Toutes les personnes qui vivent sur l'île de Réunion. Alors, pas ceux qui font que du dev perso, tout le monde. Il y a une avalanche de haters qui sont arrivés, mais rentre chez toi, on n'a rien à foutre de ton truc, casse-toi. C'est les premiers messages que tu vois. Ouais, c'est dur. Ouais, donc mais on régule. Ok, ils sont sympas, l'île de la Réunion. On va peut-être pas y aller, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, tu arrives à l'aéroport, tu vois des mecs avec les bars, et tu dis non, moi, je repars. Et après, il y en avait d'autres. Tu disais non, mais t'inquiète pas, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a une personne qui m'a envoyé un message pour s'excuser, toi, de la part des autres. On a un peu honte, mais on vient quand même. Donc, quand on reçoit le message, obligatoirement, on réagit. Maintenant, c'est comment je réponds à cette réaction. Okay, est-ce que je peux concevoir qu'il y ait des gens qui ne soient pas bien et qui ne veulent pas du tout que je vienne sur leur île parce qu'ils ont l'impression que je suis un gourou? D'accord, ils ont le droit. Okay, mais ça c'est l'état de sécurité qui va me permettre de voir les choses autrement. Sinon, mais ils sont cons ou quoi? Mais attends, on arrête tout, mais ça va pas. Tu te prends contre toi. Ouais, bien sûr. Ouais. Ou après, peut-être qu'ils ont raison, en fait. Ça, je suis merde. Et finalement, tiens, je donne un autre exemple. Mon premier livre, ça c'était très drôle. Et vous pouvez aller sur Amazon, voir dans les commentaires, j'ai laissé le commentaire. Parce que des fois, on l'enlève. J'ose pas imaginer. Les haters, on les adore. Et pourtant, il y a une bonne note. Je crois qu'il y a 4,5 sur 5. Mais là, je vois un mec au tout début, dans les 30 premiers commentaires, qui met c'est la première fois que je jette un livre à la poubelle. Ah ouais, ça y est le dire. Ah ouais, le dire, celle-là, ouais. Et là, tu vois ça, tu dis attends, je vais quand même lire les autres pour me rassurer. Ouais. Mais obligatoirement, il y a une réaction. Maintenant, c'est quoi ma réponse? Est-ce que moi, il y a des livres que j'ai pas aimés? Oui, bien sûr. Et puis, je peux pas plaire à tout le monde, c'est OK. Hein. Et par contre, comment je peux m'en servir? Du coup, j'ai fait une story en montrant le message, en disant je vous invite à aller voir les poubelles de vos voisins, parce que vous pouvez avoir un livre gratuit. Donc, allez-y. Et comment on peut en jouer derrière pour pouvoir aussi dédramatiser un peu, mon ergnosie qui va dire mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que c'est nul notre livre. Et il ne voit pas les autres commentaires. Ouais. Hein, donc c'est vraiment ça, c'est le fait de dire il y a l'histoire qu'on se raconte et il y a ensuite qu'est-ce qu'on fait de l'histoire.
Et plus je sens en sécurité, et plus je peux aussi, moi, transformer l'histoire. Donc en sécurité, c'est ça, c'est pouvoir aussi être présent dans ce monde-là et faire ce qu'on a envie de faire, et d'abandonner si on a envie. Ça, c'est les pleins pouvoirs, finalement, hein. De persévérer si je veux, des fois de procrastiner, et d'être OK, d'être présent à soi-même pour pouvoir justement continuer à avancer dans cette collaboration entre la sécurité et l'insécurité qui sont perpétuellement là. Être moins trigger, en fait, par la vie, par les autres, quoi. Ouais, mais bien sûr, ouais. Mais ça, c'est quelque chose vraiment d'important, parce que des fois, on veut se protéger. Hein. Même les coachs, les thérapeutes, des fois, dans leur formation, on leur dit protège-toi des émotions des autres. Et un de mes formateurs, qui s'appelle Peter Levine, une fois, il a sorti une phrase comme ça qui, moi, j'ai pris en pleine tête parce que c'était un peu ce que je faisais. Je me protège des émotions des autres. Et là, il disait se protéger des émotions des autres, c'est les abandonner. Parce que du coup, je me ferme et je suis plus en lien avec toi. Je suis plus mon rôle de régulateur, en fait. Mon job, c'est d'être meilleur avec les émotions des autres. Mais si ça vient me toucher, tant mieux, c'est un travail à faire. Donc je vais remercier aussi les gens qui viennent me challenger sur des situations, comme mon saut en élastique. C'est moi qui l'ai créé, mais là, c'est l'extérieur qui crée cette expérience et qui va me permettre d'être encore meilleur dans la régulation de ce système nerveux. On adore. Merci pour tout. Avec plaisir, merci à toi. Franchement, merci pour ton travail, c'est passionnant. Vraiment. Hâte d'une deuxième interview. Avec plaisir, merci. Cool. C'était trop bien. T'as aimé? Cool, ouais, très bien. Ouais. Hyper intéressant. Ouais.